Nouveau numéro du journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et avec moi pour vous interroger Marie Derbès, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Alors nous parlions la semaine dernière du compte de campagne de Nicolas Sarkozy. La nouvelle est tombée ce jeudi, le compte de campagne de l'ancien président de la République est finalement rejeté. Oui, c'est une surprise. Parce que dans des circonstances identiques, M. Chirac et M. Balladur, je crois, avaient crevé le plafond. Et néanmoins, leur compte de campagne n'a pas été annulé sous la présidence de notre ancien ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas, qui a expliqué qu'il était extrêmement difficile de rejeter le compte de campagne du président de la République élu. Pourtant, on aurait gagné à ne plus avoir M. Chirac, mais c'est selon que vous serez puissante ou misérable, enfin, M. Sarkozy fait l'apprentissage maintenant de l'opposition. Oui. Alors, ils font un appel aux dons, hein. Ils font oui, ça leur est beaucoup moins pernicieux que ce qui nous est arrivé à nous en 2004. Il n'y a pas de problème. En 2007, après les élections législatives. Je finis par m'y perdre pendant tout ça. Alors cette semaine également, l'immunité parlementaire de Marine Le Pen a été levée par le Parlement européen par vote à main levée, en cause les propos de Marine Le Pen sur les prières de rue occupation. Oui, ça du Parlement européen, on peut toujours attendre le pire. Alors là, en l'occurrence, l'immunité parlementaire au Parlement européen est réservée au droit commun. Ça, alors là, ils sont intransigeants. Tous ceux qui sont accusés de taper dans la caisse voient se maintenue leur immunité parlementaire qui leur permet de fuir les sanctions que pourraient leur affliger les tribunaux. En revanche, la politique, et surtout quand il s'agit comme nous d'eurosceptiques, c'est-à-dire de gens qu'on considère comme des parias, alors tout est permis. C'est ainsi que Marine Le Pen n'a pas pu s'exprimer, que Bruno Gollnisch, qui devait prendre sa défense, n'a pas pu s'exprimer non plus, et que le vote n'a pas été nominal, comme il l'est 150 fois par session. Il est resté dans le vague par main levée, de manière qu'on ne sait pas qui a voté pour, qui a voté contre et qui s'est abstenu. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le Parlement européen a donné l'image qui est celle d'une assemblée de lâches, et par conséquent c'est une bonne chose en soi. Il n'y a pas beaucoup de députés européens d'ailleurs qui ont dit publiquement ce qu'ils avaient voté, hein. On n'a pas beaucoup vu. Hein. Non, ils sont comme les autres, vous savez. Mais alors paradoxalement, le Sénat refusait de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault dans une affaire qui, elle, n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Oui, il faut dire que la recherche de la vérité qui impliquait M. Dassault n'était pas non plus extrêmement claire. Il s'agissait, je ne sais pas, de gens à qui on avait distribué de l'argent, qui avaient été assassinés, etc. C'était très compliqué. Enfin, en tout cas, les sénateurs ont un sens de leurs intérêts, et puis on pense quand même que ce n'est pas à M. Dassault qu'ils allaient réserver leur sévérité. La panique à bord du Pédalo, une ministre à la mer, Delphine Batho, a été renvoyée du gouvernement pour indiscipline. En réponse, elle a eu des mots assez durs hier devant la presse contre Jean-Marc Ayrault. Au bout d'un an de pouvoir, qu'est-ce que ça vous inspire? Torpillé en pleine mer, là. Le bateau a coulé, pas tout à fait, la preuve, c'est que, en tous les cas, sur son radeau, Mme Batho a fait quelques déclarations ulcérées à l'égard du gouvernement, et s'étant aperçue au lendemain de son débarquement, de son torpillage, de choses qu'elle n'avait pas vues auparavant. Ouais. Comme quoi la torpille peut vous rendre l'esprit clair. Alors en Égypte, le président Morsi a été écarté du pouvoir par l'armée. Peut-on qualifier cela de coup d'État? Ça me paraît évident. Je vous dirais même que c'est un cas d'école. Quand l'armée dépose un président de la République démocratiquement élu, régulièrement élu, il s'agit d'un coup d'État. Mais nous savons bien que dans ces pays, la démocratie, la notion d'une démocratie à l'occidentale n'existe pas, ça ne correspond pas à une aspiration du peuple, et ça oscille toujours entre le chaos et la dictature. Bon, alors là, c'est du Moubarak II, quoi. Ben voilà, je ne sais pas, il va y avoir des élections. Ces élections, sans doute, il y aura un colonel ou un général qui sera candidat, et il sera probablement élu. Mais d'ici là, il n'est pas exclu que l'Égypte connaisse de graves remous, à la fois sociaux et politiques.
et que tous ces pays ne basculent les uns après les autres dans l'anarchie, le chaos et la misère, et provoquent, comme je ne cesse d'en avertir l'Europe et la France, des torrents migratoires qu'en l'état actuel des choses, nous ne sommes pas en mesure de contrôler. Mais alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que Al-Sisi, le nouveau chef de l'armée égyptienne, n'était autre que le ministre de la Défense de Morsi. On n'est jamais trahi que par les siens. Nous en avons fait quelquefois la cruelle expérience. Oui. Et alors, quelle influence, à votre avis, est-ce que cela aura sur l'équilibre politique du monde arabe, en gros? Oh, écoutez, je crois que le monde arabe, d'ailleurs le monde musulman, le monde entier, va entrer dans une période de convulsion qui est liée à la pression qu'exercent les milliards d'hommes sans cesse plus nombreux sur une économie qui, elle, n'est pas plus performante. Par conséquent, la misère ne cesse de s'aggraver, le fossé de s'approfondir, et par conséquent, nous allons assister à des chaos dans différents continents d'ailleurs, pas seulement l'Afrique, mais aussi l'Asie, aussi l'Amérique du Sud, peut-être l'Amérique du Nord, mais pourquoi pas l'Europe. Par conséquent, nous entrons dans une période de remous considérable, avec des conséquences que j'ai décrites et contre lesquelles nous devrions nous armer au plus tôt. Donc le terme de printemps arabe n'était pas très bien choisi par les journalistes et autres. Hein, disons que c'est un printemps très orageux, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en France, le président bolivien Evo Morales a interdit de survoler l'espace aérien français sous prétexte qu'on le soupçonnait de cacher à bord de son avion M. Snowden, recherché par les États-Unis pour espionnage. La France a par ailleurs rejeté la demande d'asile de M. Snowden hier. Que faut-il en penser? Il faut en penser que nous sommes à la botte des États-Unis dans cette opération comme dans d'autres. C'est clair, ça. L'asile, chez nous, je crois que ce soit 60 000 par an, est strictement réservé aux étrangers qui ne sont pas spécialement poursuivis, mais qui sont en quelque sorte des demandeurs d'asile sociaux, beaucoup plus que politiques. Et quand il y a un asile politique, et surtout qu'il est demandé par un adversaire, en tous les cas quelqu'un qui est soupçonné d'espionnage par les États-Unis, je rappelle que Snowden a révélé que les États-Unis espionnaient l'ensemble du monde, y compris leurs fidèles alliés européens, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne choque pas M. Hollande, et tout à fait évidemment, le gouvernement français est totalement complice du gouvernement américain. Alors, le mariage pour tous, les veilleurs continuent leur mouvement partout en France, et cela s'étend même jusqu'à à l'étranger, devant des ambassades de France, par donc les coopérants français. Que pensez-vous de tout cela? Eh bien, écoutez, moi je me félicite de voir qu'il y a une réaction à la décadence et que celle-ci n'est pas simplement un coup de chaud, mais durable, se manifeste de façon pacifique, mais permanente. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant, que ça va beaucoup aider à la prise de conscience des Français, qui je crois d'ailleurs se manifeste encore dans un sondage aujourd'hui, qui a placé Marine Le Pen, je crois, en 6e position, et qui voit la progression constante de la confiance qui est accordée au Front National et à sa présidente, et par conséquent, je crois que tous les mouvements qui contestent la décadence française, et Dieu sait si celui-ci mérite d'être contesté, eh bien servent la cause du redressement national et de la renaissance française. Alors en ce moment a lieu le Tour de France. Est-ce que pour vous cette épreuve est toujours aussi prestigieuse ou est-ce qu'elle est définitivement entachée par les affaires de dopage? Elle est évidemment toujours aussi prestigieuse. Bon, le dopage, c'est un des vices, non seulement de l'institution, mais du sport. Des gens qui veulent se dépasser et dépasser leurs propres normes, eh bien, se laissent aller quelquefois à se faire aider par des substances chimiques ou pharmaceutiques. Ceci doit être en effet condamné, poursuivi éventuellement, mais ça n'entache pas du tout le Tour de France lui-même, qui a commencé de façon magnifique et très symbolique d'ailleurs en Corse. Je me suis beaucoup félicité que la première étape du 100e Tour de France se déroule en Corse, des étapes qui ont révélé d'ailleurs à beaucoup de gens qui l'ignoraient la magnificence de la beauté de notre île méditerranéenne. Et puis le départ de Nice vers Montpellier, la suite c'était bien sûr Marseille, ça excellent, merveilleux, c'est un grand spectacle
populaire, et moi je suis un partisan du Tour de France. Et je salue l'extraordinaire performance physique que représente pour les coureurs de courir 100, 200, 300 km tous les jours, et cela, eh bien, avec leur force humaine, et j'espère sans la pointe de drogue qui pourrait toucher à leur santé d'ailleurs aussi. Alors, quelles sont vos prochaines destinations, Jean-Marie Le Pen, en France, vos déplacements là? Ben, je vais me déplacer. Écoutez, d'abord, ce que j'ai fait de la semaine, j'étais à Strasbourg au début de la semaine au Parlement européen. De là, je suis allé directement à Nice pour présenter la candidature de Marie-Christine Arnautu comme tête de liste Front National, enfin, ou Rassemblement Bleu Marine à Nice. Et puis là, je suis rentré hier soir, et là, je repars ce soir en Bretagne, passer quelques jours de vacances dans mon pays natal. Et à cette occasion, d'ailleurs, j'irai le 13 juillet à Guingamp pour un déjeuner, débat, disons, et réunir la fédération, les membres de la fédération de ce beau département breton des Côtes-d'Armor. Alors, je n'ai pas apporté de livre, bien que j'en ai lu plusieurs, mais on fera peut-être une séance un jour qui sera consacrée spécialement à un certain nombre de livres que j'aurai lus pendant les vacances, mais j'en ai déjà un certain nombre en réserve à vous présenter, ils peuvent attendre la rentrée. Et puis alors, le pauvre con de la semaine, c'est un pauvre con collectif et anonyme. Ce sont les pauvres cons qui, du Front National, envoient à la presse un certain nombre d'informations, dont certaines sont fausses d'ailleurs, et violentent ainsi le secret des délibérations de nos commissions. Eh bien, ces pauvres cons-là, bien qu'étant des nôtres, doivent être cloués au pilori. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jean-Marie Le Pen. Merci. À bientôt. Au revoir.